Il y a le feu à la maison. Sur fond de canicule, de sécheresse, d'inondations, de catastrophes climatiques à répétition, les spécialistes sont de plus en plus clairs. On ne peut plus attendre. Le climat, c'est maintenant ou jamais. Mais est-ce qu'on peut encore sauver la planète et l'humanité avec elle en douceur, par des réformes, ou est-ce qu'il faut rompre une bonne fois pour toutes avec notre modèle économique ? Autrement dit, faut-il choisir entre la planète et la croissance ? C'est le débat d'Infrarouge ce soir. Bonsoir à tous. On est en direct ce soir, alors n'hésitez pas, profitez-en, Twitter, Facebook, on est en direct sur Facebook aussi. Commentez, on essaiera de relayer un maximum vos interventions à l'antenne. Et j'ai le plaisir d'accueillir une belle brochette d'invités ce soir. En duplex de Paris, Yann Arthus Bertrand, photographe, réalisateur, il a photographié la planète sous toutes ses coutures et nous dira que la solution passe par nos comportements individuels. Géraldine Pfliger, professeure associée à l'Université de Genève, directrice de l'Institut des sciences de l'environnement. Elle appelle les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités. Dominique Bourg, philosophe, professeur à l'Institut des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. Il veut rompre avec le dogme de la croissance et plaide pour une économie de guerre au service de la transition écologique, rien que ça. Raphaël Donjean, éco-explorateur, conférencier, il a fait le tour du monde en bateau solaire, il s'apprête à aller dans la stratosphère avec un avion solaire et il veut croire que nous sommes déjà sur la bonne voie. Où est-ce que j'en suis ? Philippe Roch, ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement, il croit lui en une transition intérieure de chacun d'entre nous pour retrouver un rapport sain et serein à la nature. Patrick Delarive, entrepreneur en série, chargé de cours à HEC Lausanne, il pense que le salut passe probablement par le progrès et la technologie. Et enfin, Océane Dayer, fondatrice de Swiss Youth for Climate, la jeunesse suisse pour le climat. Elle était à Paris pour la COP 21. Elle considère que le problème n'est pas tellement la croissance, mais notre rapport quasi religieux à la dite croissance. Merci à tous d'être avec nous. L'été a été chaud, on l'a tous remarqué, on l'a tous vécu. Il continue probablement de l'être pour les habitants de la côte est américaine qui sont menacés en ce moment même par l'ouragan Florence, un ouragan dont on nous dit qu'il est particulièrement énorme, particulièrement vicieux. On en a vu beaucoup, des images fortes tout au long de l'été, mais peut-être que paradoxalement, une des images les plus fortes, c'était ça. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Nicolas Hulot, ministre français de l'écologie, qui claque la porte. C'était il y a 2 semaines, le 28 août. Dominique Bourg, vous le connaissez bien, Nicolas Hulot, vous présidez la Fondation pour la Nature et l'Homme. J'ai présidé le conseil scientifique. Vous l'avez présidé. Le président, c'était lui. Voilà. Et Audrey Pulvar maintenant. Est-ce que Audrey Pulvar, c'est juste, on la salue, allez. En démissionnant, finalement, il nous dit j'arrête de me mentir, réconcilier l'économie et l'écologie en l'état, c'est pas possible. Le geste est fort. Est-ce que ça sert ? Est-ce que c'est comme ça que tout à coup on sensibilise, on réveille la classe politique ? Alors la classe politique, je ne sais pas, mais en tout cas l'opinion, oui. C'est une démission qui a des effets en France extrêmement importants. On l'a vu le week-end dernier avec la manifestation pour le climat. Il y a eu à peu près 150 000 personnes si on rassemble tout. Alors 150 000 sur une population de 68 millions, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais quand même c'est bien au-delà des chiffres qu'on connaissait autrefois, où c'était quelques centaines par-ci par-là. On arrivait à quelques milliers. Donc oui, c'est une décision qui marque un avant et un après, et qui arrive à un moment donné où dans la réalité, on constate un avant et un après. C'est-à-dire jusqu'à une date très récente, en dehors des cyclones. Et si on prend les choses en ayant un référentiel qui plonge quand même dans l'histoire, on ne voyait pas le signal climatique en ce qui concerne les événements extrêmes. Depuis 1 ou 2 ans, ça y est. Alors cet été, ce n'était pas une canicule que vous aviez à un endroit en Russie ou dans l'ouest de l'Europe. Vous avez eu des records de température battus par rapport des records absolus, battus pratiquement dans tout l'hémisphère nord. Vous avez maintenant des inondations, des inondations qu'on ne connaissait pas. On a vu ça avec Harvey, par exemple. On aura peut-être la même chose avec Florence. On l'a eu cet été au Japon. On a des incendies de forêt en Suède. Alors, quand même, c'est étonnant. Et puis, vous avez des incendies de forêt en Californie 2 fois de suite
en plein hiver. Partout, on le verra tout à l'heure. On est rentré, si vous voulez, dans la dynamique du changement climatique. Et maintenant, on commence à avertir les populations de problèmes qui sont très, très graves. Encore hier, vous avez eu un rapport de la FAO sur les risques de retour de la famine. Et vous avez, en quelques années, 200 millions de gens qui souffrent de la faim de plus. Et on est sans doute sur un trend assez fort. Absolument. On va rester sur les responsabilités politiques, la volonté politique à ce stade et peut-être le symbole de la dimension de la démission de Nicolas Hulot. Yann Arthus Bertrand, il a bien fait, Nicolas Hulot, de claquer la porte, de dire allez, arrêtons de nous mentir. Sincèrement, je ne sais pas. J'étais très triste parce que Hulot était vraiment le meilleur d'entre nous. C'est celui qui avait il a le charisme, il a la connaissance, il parle extrêmement bien, il est convaincu. Et j'étais triste. Maintenant, est-ce qu'il a raison de démissionner ? Je pense qu'il avait derrière lui des millions de personnes qui l'attendaient. C'est difficile pour moi de répondre, mais en tout cas, oui, je le regrette énormément parce que je ne vois pas très bien comment il va être remplacé. Mais bien, on verra. Voilà. Et je pense qu'on a les hommes... On a un peu les hommes politiques qu'on mérite, hein. Ils nous ressemblent, c'est nous qui les élisent. Et lui était un peu au-dessus du lot, en tout cas, pour parler d'environnement et d'écologie. C'est quelqu'un qui connaissait très très bien ces dossiers depuis très longtemps. Voilà. Et j'embrasse Dominique Bourg en passant. Peut-être que ça aura servi de déclic, comme le dit dans l'opinion publique, comme le dit Dominique Bourg. Plus récemment, Nicolas Hulot, c'était le 28 août dernier. Plus récemment, il y a aussi eu quelque chose d'assez fort, c'était lundi, et c'était ça. If we do not change course by 2020, we risk missing the point where we can avoid runaway climate change with disastrous consequences for people and all the natural systems that sustain us. Cette fois, c'est le secrétaire général des Nations Unies en matière de symboles, ça n'est pas rien, qui avertit si on ne fait rien d'ici 2020. 2020, pour rappel, c'est dans 2 ans. Eh bien, ce sera trop tard. Philippe Roch, on a vu Nicolas Hulot, on a vu le secrétaire général des Nations Unies. Discours clair, là, prise de position claire. C'était il y a 2 jours. Aujourd'hui s'ouvre à San Francisco un sommet pour le climat. Est-ce que cet appel d'Antonio Guterres a une chance d'être entendu maintenant ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Je parle toujours de la volonté politique. Hein. Tout à fait, c'est nouveau, je dirais, qu'au niveau les plus élevés, on ait des discours aussi clairs. Et c'est quand même le résultat des constats qu'a évoqué Dominique Bourg tout à l'heure et qui se répètent. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne de sérieux qui doute que nous sommes dans un processus vraiment dangereux pour l'humanité. Ça, c'est quelque chose qui change énormément. On peut peut-être le dire. Il y a 10 ans, on aurait fait une émission qui opposait des climato-sceptiques aux écologistes. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le constat. On diffère peut-être juste sur le moyen d'arriver... C'est un vrai progrès. Le problème, c'est qu'il y a quand même une contradiction qui reste essentielle entre cette prise de conscience, ces discours, bienvenus, bien sûr, et les priorités politiques. Les priorités politiques, je ne fais pas un jugement de personne, mais quelles sont les priorités politiques qu'on lit tous les jours dans la presse ? C'est la croissance, c'est consommer plus, c'est exporter plus, c'est produire plus. Tant qu'on en reste dans cette philosophie majeure, on n'a aucune chance de rattraper la question climatique et les autres qui vont avec, notamment toute la question de la biodiversité, parce qu'il faut essayer de sortir de cette lignée trop étroite sur le climat. Et penser à la question dans son ensemble. Et la disparition de la biodiversité, des forêts, etc. Je dirais que c'est encore plus grave, en tout cas c'est aussi grave que le changement climatique. Les deux sont très liés. Géraldine Fliguer, les politiques, vous les connaissez un petit peu. Vous en êtes une puisque vous êtes maire de Saint-Gingolph, mais les décideurs au plus haut niveau, ils vous consultent. La COP21, les accords de Paris, c'était il y a 3 ans. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, c'est un peu la même question que j'ai posée aux invités avant, est-ce que vous sentez quelque chose, quelque part, qui ressemble à un début de commencement de vraie volonté politique ? Pas du tout. C'est pas du tout. On est 3 ans après l'accord de Paris qui était pour un moment incroyable. Et je pense que l'appel d'Antonio Guterres n'est pas là par hasard. Et effectivement, on a perdu 3 ans depuis la COP 21 à Paris. La dernière COP n'a pas amené de grandes avancées sur simplement élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord. En 3 ans, on n'est pas arrivé, on n'a pas atteint juste cet objectif. Et plus alarmant encore que la mise en œuvre de l'accord de Paris à l'échelle internationale,
ce qui est très préoccupant, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'une politique nationale qui est engagée, que ce soit en France, et le départ de Nicolas Hulot en est la révélation, que ce soit en Suisse, disons-le, je veux dire, nos efforts en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont nuls. La Suisse a baissé autour de 10% ses émissions, mais en compensant les 3/4 dans les pays du Sud, c'est-à-dire en les payant. Et il n'y a pas eu d'effort engagé depuis les années 90 sur la thématique des standards pour les transports, sur toute une série de questions sur les émissions directes de ce pays. Et en même temps, voilà, on dit, oui, Trump se retire, c'est un peu de la faute des États-Unis. C'est pratique, en fait, le voilà, retrait de Trump. c'est bien pratique, parce qu'en attendant, quand on regarde très concrètement ce que font les pays d'Europe de l'Ouest, on n'a pas beaucoup avancé depuis la conférence de Rio en 1992. Dominique Bourg, vous parliez dans une interview, ça m'a frappé, et ça peut être valeur symbolique, de l'article 3, alinéa 5 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'on va peut-être voir, article 3, alinéa 5, qui est un peu glaçant quand on le lit. Alors, voilà, la langue n'est pas forcément aisée, mais il nous dit « Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques constituent un moyen d'imposer des discriminations injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. » En très clair, ça veut dire... La messe est dite. La messe est dite, voilà. En très clair, ça veut dire on ne peut pas prendre de mesures si ces mesures entravent le commerce. Ça veut dire qu'on a un problème, et ça, c'est du droit dur international. Alors, oui, en tout cas, c'est le texte, si vous voulez, qui encadre toutes les COP, jusqu'à la COP bientôt 24. Non. Et c'est vraiment la charte à laquelle tout le monde se réfère. On pourrait lire d'autres articles. À l'article 2, par exemple, on fait un peu rire, si vous voulez, aujourd'hui. Et effectivement, c'est quelque chose, si vous voulez, qui s'enracine dans un passé très, très lointain. Pour nous autres, qui avons été formés par le progrès, l'idéologie du progrès, par l'économie néoclassique, en fait, c'est très simple. Vous avez ça chez les grands économistes. Nos activités économiques nous amènent à détruire une part du capital naturel que nous avons reçu, aucun problème, et on va y substituer de génération en génération du capital reproductible, c'est-à-dire des techniques. En fait, c'est à peu près la même bêtise que le roi Midas. Vous vous en souvenez, qui changeait tout en or en le touchant et puis finalement qui meurt de faim parce qu'évidemment, chaque fois qu'il attrape un aliment, ça se change en or. Donc on est vraiment là-dessus. Et nos gouvernants qui sont formés, si vous voulez, à l'aune de l'économie néoclassique, sont là-dessus. Alors je vous rappelle que par exemple, un grand économiste néoclassique du climat, Nordhaus, n'a pas hésité, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, à calculer, selon lui, l'augmentation optimale de la température, alors en tenant compte ni de la biologie, ni de la physique, mais avec ses petits bras économiques et ses petits modèles, et ça donne 6 degrés 2. Donc en fait, à 6 degrés 2, oui, tu fais bien de rire, mon cher Philippe, à 6 degrés 2, on est tous en petite tenue à quelques millions au Groenland. Mais c'est un optimum économique. Voilà. Et en fait, quand vous discutez avec certains décideurs, eh bien, vous vous rendez compte que très souvent, quand vous poussez un petit peu la discussion, quand vous commencez à gratter, eh bien, vous voyez réémerger ce credo. C'est quand même le credo, de manière générale, des élites, ce qui explique, si vous voulez, la situation dans laquelle on est, ce qui est en fait d'autant plus paradoxal et curieux qu'il y a toute une partie du chemin qu'on peut faire pour aller, si vous voulez, vers une réduction drastique et rapide de nos émissions. En fait, dans un premier temps, j'insiste, j'y reviendrai après si vous voulez bien. Ouais, on y reviendra peut-être après. Restons dans un premier temps, sans que ça n'altère, je dis bien, un certain nombre d'équilibres économiques. Océane Dallaire, je l'ai dit, je continue ce tour de table. Vous étiez à Paris pour la COP21. C'était un moment assez fort. On se souvient, il y avait vraiment de l'émotion. C'était très fort. On a vu des larmes. On avait un premier accord contraignant. On a beaucoup insisté là-dessus. Objectif, contenir en dessous de 2 degrés l'augmentation des températures d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. C'était un moment de grâce ou c'était le début de quelque chose? À entendre Géraldine Fliguer, c'était un moment de grâce. Disons, en tout cas, on y a cru. Enfin, c'était quand même, ça faisait des années qu'on attendait cet accord global. Tout d'un coup, on a quand même un accord global qui donne un cadre absolument nécessaire pour faire, ne serait-ce que théoriquement, le premier pas. Et là, c'est là où je rejoins tout à fait Géraldine Fliguer, c'est qu'on n'a pas fait ce pas. On était tellement contents. Et puis, même dans certains cas, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit des décideurs qui se cachent même derrière l'accord de Paris en disant « Oui, mais non, de faire des réductions ici, de changer ici, ça ne vaut pas la peine. Le mieux, c'est Paris, c'est l'international. » Alors que qu'est-ce que dit Paris? Paris dit non seulement implémentation au national, premièrement, mais surtout, Paris dit tout le monde. Et c'était ça, ce qui était extraordinaire avec l'accord de Paris, c'est que c'était un accord
universel où tout le monde doit faire sa part. Donc quand la Suisse se dit « oui, mais alors comment est-ce qu'on pourrait faire compter certaines de nos réductions ailleurs ?» Ça, c'est pas Paris. Ça, c'était avant. Et depuis 2015, normalement, on ne devrait même plus discuter de cette possibilité-là. Et pourtant, on en est toujours là. Et je pense qu'il y a un problème aussi d'avoir peur d'être pionnier. Voilà un début d'émission relativement peu encourageant. J'ai dit qu'on donnerait beaucoup la parole à vous, aux téléspectateurs. Je commence à le faire. Claude Blanc qui nous pose une question glaçante, qui nous dit qui osera, je vous la pose de d'ailleurs, qui osera avouer ce soir que nous sommes climatiquement foutus? Alors je pense que la fenêtre est très petite. Mais elle existe. Elle existe. Alors on va quand même rester là-dessus. Non, on est quand même dans un moment où on a tout pour agir. On a tous les instruments qu'il nous faudrait. La fenêtre est extrêmement serrée. L'ONU dit 2 ans, on peut dire 5 ans. 2 à 5 ans, on doit le faire. Donc on n'est pas foutu, mais on est extrêmement en stress. Yann Arthus Bertrand, je vous vois, comment est-ce qu'on dit, non pas approuvé, dodeliné. Comment vous dire, toutes ces COP, ça permet d'en parler dans la presse, mais ça sert à rien du tout. Moi, j'ai fait toutes les COP depuis Rio en 92. Avec beaucoup. Et chaque fois, on pense que la prochaine COP va sauver la planète. D'ailleurs, sauver la planète, ça ne veut rien dire. Hein. C'est plutôt sauver la vie sur Terre. De toute façon, les énergies fossiles, c'est le gros problème. Et on est incapable de réguler l'exploitation des énergies fossiles. On essaye de réguler la consommation, mais pas l'extraction. Et donc on ne le fera pas, ça ne marchera jamais. Vous savez que dans les accords de la COP 21, il n'y a pas un mot sur les énergies fossiles. Le mot est interdit. Sinon, les Arabies Saoudites ou les pays producteurs de pétrole ne signaient pas. Dominique peut peut-être nous le confirmer. Mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir un consensus international aussi que de faire des concessions sur le vocabulaire ci et là pour ne pas froisser les uns et les autres. Vaut peut-être mieux ne pas avoir énergie fossile et avoir un texte que l'inverse. Oui, mais on n'a plus le temps de faire des concessions aujourd'hui. Il faut vraiment être radical. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train, l'autre jour, je voyais à la marche de Paris, je voyais un petit garçon qui disait « Je marche pour ma vie » avec une pancarte. Et moi, ça m'a foutu les larmes aux yeux, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va voir si les larmes continuent de couler pendant cette heure de débat. Raphaël Donjean, j'aimerais vous entendre. On l'a dit, vous croyez beaucoup dans la transition écologique. D'ailleurs, vous l'incarnez quasiment, puisque vous faites le tour du monde en bateau solaire, vous montez dans le ciel en avion solaire. On a chiffré, il y a des chiffres, 360 milliards, enfin les estimations diffèrent, 360 milliards de croissance de PIB que pourrait générer la transition écologique. Même si ça n'est qu'une hypothèse, comment est-ce que vous expliquez que les politiques ne sautent pas à pieds joints sur cette aubaine alors que nos économies péclotent? Bon, je suis un peu plus optimiste que les personnes ici autour, même si je partage leur constatation. Il y a quand même eu des changements dans la prise de conscience des problèmes climatiques. Il y a 10 ans en arrière, ou même 5 ans en arrière, on n'avait pas cette prise de conscience. Et tout changement commence par une prise de conscience. Je crois que sur notre vie, des fois, nous-mêmes, on se dit l'année prochaine, je vais peut-être manger moins, je vais faire attention à ma ligne. Et souvent, ça prend du temps, parce qu'il faut que nous-mêmes, on décide de changer. Mais pour commencer un changement, il faut une prise de conscience. Et aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est là. On a le temps. Contester. Mais changer le monde, c'est quand même assez compliqué. Et à vouloir aller trop vite dans quelque chose de parfait, et on va surtout peut-être rien faire. Donc il faut voir les changements, qu'il y a un certain nombre de pays qui s'impliquent, l'Islande, le Costa Rica, beaucoup de pays en Amérique du Sud. Costa Rica a 98% d'énergie renouvelable. L'Islande, ils sont quasiment 100% en énergie renouvelable. Donc il y a des volontés politiques dans certains pays, d'ailleurs plutôt des pays petits, qui sont les îles, les insulaires, avec une certaine expérience. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, donc il faut rester optimiste, parce que dans tout problème, et lorsqu'on est aventurier, on le sait bien, c'est que si on est dans des difficultés et qu'on commence à devenir pessimiste, alors là, c'est là où on est sûr de couler, ou en tout cas, on est sûr de ne pas y arriver. Donc il faut rester optimiste. Le pessimisme, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Alors on va regarder dans le détail quelle est l'ampleur des défis tout à l'heure et ce qu'il faut faire peut-être pour y remédier, mais j'aimerais vraiment terminer ce tour de table avec vous et sur la volonté politique, Patrick Delarive. Est-ce que c'est important finalement cette histoire de volonté politique, ou est-ce que c'est à des gens comme vous, des entrepreneurs, ou des gens comme nous, des citoyens, de faire le job ? Alors moi, j'entends les mots politiques, mais je ne crois pas dans cette volonté politique. Du reste, on voit que pour initier n'importe quel changement dans l'économie, parce que je vais le comparer à l'économie, ce n'est pas les grosses structures qui arrivent à s'adapter et à faire des changements en quelques années pour atteindre des résultats. Elles sont trop lourdes, elles sont trop politisées dans leur mode de fonctionnement.
Donc je vois un effet de mode chez les politiques qui mettent la question de l'écologie dans leur programme. Mais ces pays qui souffrent de problèmes de croissance, qui souffrent de problèmes de ressources financières, ont tellement d'autres problèmes à gérer, des questions démographiques, des questions de migration, des questions de sécurité nationale, des questions de sécurité, des questions de l'emploi, que naturellement, c'est le plus urgent, ils sont dans l'urgence, ils gèrent ça parce que les gens doivent vivre dans un contexte de sécurité en se nourrissant et en... Donc ne les attendons pas, c'est ce que disait Yann Arthus Bertrand tout à l'heure, les politiques, c'est nous. Je pense que les politiques qui diffusent des messages, moi ça me donne plutôt l'impression d'un effet de mode. Naturellement, le politicien, il va regarder la prochaine échéance électorale et il veut avoir dans son programme ou dans ses mots des choses qui auront fonctionné. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que à force de l'entendre par tous ces politiciens, l'inconscience collective est en train d'évoluer, comme tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, l'inconscience, non pas l'inconscient collectif, mais l'inconscience collective. C'est l'inconscience collective. Et elle est en train d'évoluer vers une conscience collective. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, qu'on ne sait plus. On sait et les faits sont là. Donc il y a un mouvement, la politique en général, et cet effet de mode au niveau politique augmente l'inconscience des personnes. Et il y a une phase de transition. Et cette phase de transition, c'est pour arriver vers cette conscience citoyenne qui, paradoxalement, alors là, je vais oser dire quelque chose qui peut possiblement choquer, où Trump est peut-être en train de nous rendre un grand service. Parce qu'en cassant le système comme il le fait, de manière complètement inappropriée, en dénonçant tous les accords internationaux qui ont été signés, dont les accords sur le climat, il permet, à mon avis, par l'effet balancier, d'amener chaque citoyen à tout à coup prendre conscience prendre conscience de l'importance que... Donc il est le virus qui génère des anticorps Eh bien oui, ça c'est la technologie. Non, donc il y a quelque chose, pour moi il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a, tous les jours j'entends des initiatives individuelles, citoyennes. C'est le citoyen qui va changer. Les gens sont très sceptiques. Hein. Je reçois un message à l'instant, j'arrive pas à prononcer ce pseudo, Mkultra NC, voilà, qui nous dit, et c'est dur, hein, mais il y en a beaucoup comme ça, avec des politiciens soumis au capitalisme et à l'économie de marché, l'écologie passera toujours au second plan. C'est dur pour vous, ça? Non, c'est pas dur. Mais le politicien, il fait quoi? Le politicien, il gère son pays comme un chef d'entreprise gère son entreprise, avec un certain nombre de priorités. Bien sûr qu'il veut de la croissance pour maintenir les différents équilibres budgétaires, commerciaux, de sa monnaie, etc. Mais il peut bien évidemment pas gérer tous les problèmes. Alors qu'est-ce que fait le politicien? Il réglemente. Oui. Alors il réglemente, c'est bien. Il réglemente, je prends un des domaines dans lesquels je suis actif, le domaine de la construction. La réglementation imposée par l'État a augmenté le coût de construction ces 20 dernières années de 1% par an, dont une grande partie pour des questions écologiques. Très bien. Mais à un moment donné où l'évolution et la prise de conscience citoyenne peut amener à faire certains changements, et on voit, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. L'autoroute avec panneaux solaires, on a fui, dont on parlera certainement, et tout un tas d'autres projets qui existent, comme le disait Raphaël tout à l'heure, depuis très longtemps, mais qui tout à coup sortent d'un chapeau magique. Ben, il y a tout un tas de contraintes qui se mettent sur ces projets parce que les réglementations datent d'un temps passé. Donc l'évolution technologique étant plus rapide que le législateur, ben, on peine à mettre en place certaines choses qui apportent de la valeur ajoutée, qui font du sens et qui font du bien, parce qu'il y a une réglementation qui est complètement dépassée. Eh bien, laissons là où elle est la volonté politique, puisqu'on a compris qu'il y avait peut-être des choses ailleurs. On va y venir, Philippe Roquebout. Un petit mot sur cette volonté politique, quand même. Allez, je vous le laisse, un petit mot. Nous sommes en Suisse. Je partage ce qui a été dit. La critique, d'ailleurs, dans tous ces aspects, c'est complexe. Mais en Suisse, on a la possibilité de voter souvent. Très souvent. Et ce qui fait que, quand on me demande, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Alors, tu peux faire des choses dans ta vie, tu peux faire des choses dans ta petite communauté de travail, de quartier, mais tu as aussi le pouvoir du citoyen. Et on a, dans une semaine, dans 10 jours, une votation avec 3 points qui sont des points majeurs. Parce que vous allez, à travers ça, favoriser... Des initiatives alimentaires et le vélo. Le vélo plutôt que la voiture. Vous allez contester ce fameux article dont Dominique Bourg auquel il faisait allusion sur l'OMC. Parce que la seule difficulté, entre guillemets, de ces initiatives, c'est d'arriver contre ces règles de l'OMC qui nous empêchent
de différencier des produits. Alors, on a déjà fait l'émission sur les initiatives. Non, non. Vous savez qu'on Mais est service public. Alors, quand on se lance sur les initiatives, je dois chronométrer, ça devient extrêmement compliqué. Philippe Roch, sortez de ce terrain glissant. Je veux dire simplement, quand on parle de politique, il n'y a pas que les gros bonnets en haut, il y a le citoyen. Et le citoyen, il faut qu'il arrête d'écouter les gros bonnets et qu'il décide en fonction de son cœur. Eh bien, et il peut avoir une influence sur la grande politique. La transition est toute trouvée. Là, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, surtout sur les générations Y et Z, hein, ceux qui ont jusqu'à 30 ans. C'est qu'aujourd'hui, de moins en moins, ils votent pour un parti, de moins en moins, ils suivent la ligne d'un parti, mais ils votent pour des sujets. Ouais. Et des Ils sujets. ne votent pas, malheureusement. Malheureusement, ils votent pas. Alors là, vous êtes en train d'ouvrir plein de chapitres en même temps. Si vous êtes d'accord, on laisse de côté la volonté politique et on s'intéresse juste à la réalité des faits, parce qu'on a parlé de canicule, on a parlé de plein de choses, mais on aimerait peut-être comprendre exactement de quoi on parle, l'état de la situation, mais surtout de l'ampleur des défis à relever. Et là, je vous propose d'ouvrir rapidement, mais d'ouvrir quand même un dossier très très épais avec Christophe Sirot. Ils croyaient leur pays à l'abri. Les Suédois, témoins médusés d'une planète en surchauffe. 30 degrés au cercle polaire arctique, le plus haut sommet du pays fond comme jamais. Même constat sur le plus grand glacier de l'hémisphère nord, au Groenland. On étouffe du Portugal à la Californie, où l'incendie du siècle ravage un territoire vaste comme Los Angeles. On meurt en Inde, 400 victimes, 1 million de déplacés durant cette mousson extrême. Chez nous aussi, le dérèglement climatique se voit, à l'image de ce torrent de boue noire qui met le village de Chamozon en alerte après des pluies diluviennes. Sécheresse, écosystème perturbé, poissons à l'agonie dans les eaux trop chaudes du Doubs, troupeaux abreuvés par hélicoptère en montagne. Puis, en plein cœur de l'été, on a aussi entendu cet avertissement. 1er août, aujourd'hui c'est ce que l'on appelle le jour du dépassement. En fait, ça signifie tout simplement qu'à partir de maintenant, nous avons au niveau mondial consommé toutes les ressources que la planète est capable de régénérer en une année. Le pire, c'est que chaque année, cette date avance un peu plus. Et plus cette date avance, plus on s'éloigne des promesses de la COP21 à Paris. La limitation du réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Sauf qu'on n'avance pas vite, encore moins quand les États-Unis, gros pollueurs, et leur président climato-sceptique quittent le navire. La planète suffoque. En Chine, c'est spectaculaire, mais les projets à forte empreinte carbone ne faiblissent pas. Sur l'eau, avec ces géants marins nourris au fioul lourd qui polluent comme 50 millions de voitures. Dans les airs, avec l'explosion programmée du trafic aérien, 4 milliards de passagers aujourd'hui, le double en 2036. Sur Terre enfin, avec le trafic numérique, l'ogre Big Data prêt à engloutir 20% de l'électricité mondiale dans 4 ans et devenir la nouvelle bête noire des partisans d'une planète plus propre. Dominique Bourg, je reviens vers vous sur le constat. On l'a vu, c'est assez effrayant. 2 fois plus de passagers dans les avions à l'horizon 2036-2040. Low cost, hein. Ça c'est le low cost depuis 30 ans. Voilà. La progression du trafic. Des cargos qu'on met maintenant, des supertankers ou des supercargos qu'on met maintenant à l'eau et qui consomment, c'est hallucinant. Enfin, comme 50 millions de voitures. Sans aucune taxe, sans rien. Il y a largement de quoi décourager les gens qui, chez eux, ils sont nombreux, depuis longtemps, trient patiemment leurs déchets et remplissent leurs petites poubelles vertes. Est-ce qu'on a une chance, là, si on continue comme ça, d'atteindre quelque chose, ou est-ce qu'il y a des signaux encourageants quelque part, quand même, dites-nous, parce que... Alors, avant de commencer par les signaux encourageants, il faut bien qu'on comprenne quelle est la réalité et puis l'inertie à laquelle on est confronté. On est pour le moment, par rapport aux températures pré-industrielles, à une augmentation de la température d'1 degré 3 dixièmes. C'est-à-dire qu'on est à 0,7 degrés de la limite fixée à Paris. Oui, et il faut bien voir qu'en plus, il y a une partie, il y a à peu près 3 dixièmes qui sont masqués par les aérosols du Sud, etc. Mais il faut bien voir que dans les années 90, par exemple, jamais on n'aurait pensé atteindre une telle température au tout début du XXIe siècle. Hein. C'est une chose qu'il faut bien avoir en tête. En fait, on a déjà émis en gros 2000 milliards de tonnes de CO2. On en émet par an à peu près 40 milliards de tonnes.
Mais à ça s'ajoutent d'autres gaz, etc. Ça donne un peu plus de 50. On peut être chaque précis année. là-dessus. On émet à peu près 40 milliards de tonnes. La moitié est absorbée par l'écosystème, l'autre moitié est stockée dans elle est l'atmosphère. jusqu'à présent essentiellement absorbée en grande partie par les océans, mais aussi par les écosystèmes terrestres. Mais encore une fois, donc, on a déjà cette chose-là qu'il faut bien savoir. On est donc sur un train extrêmement dangereux, mais massif. Donc comme une espèce d'immense paquebot lancé à grande vitesse, c'est vrai qu'on ne va pas arrêter ça du jour au lendemain. Ça, c'est une chose très compliquée. Autre chose qu'il faut aussi savoir, c'est que notre climat d'aujourd'hui, celui dont on commence à souffrir, ça je le rappelle à nouveau, c'est très important, c'est nos émissions d'il y a 30 ans. 30 à 40 ans. Donc en fait, retard le climat terrible. dans 30 et 40 ans, en gros, vous l'avez déjà. Il est déjà, si vous voulez, il est déjà sur les rails. Alors maintenant, pour être quand même beaucoup plus optimiste... Voilà, signaux encourageants, dites-nous, rassurez-nous. Il y a des signaux tout à fait encourageants. Alors, il n'y a pas que des petits pays qui ont eu des politiques assez extraordinaires. Vous regardez par exemple la Californie, avec Jerry Brown. Bon, ils ont comme objectif, en 2045, d'être, alors on pourrait expliquer ça, à la neutralité carbone. Alors, lui-même dit avec des solutions qui n'existent pas aujourd'hui, mais enfin, peu importe. Ils vont essayer de faire ça, et ça, c'est quand même la 4e ou 6e économie mondiale. C'est pas rien, c'est pas l'Islande. Hein. Et alors, ça montre qu'on peut faire un certain nombre de choses, et surtout, plusieurs études nous montrent, si vous voulez, qu'au moins la moitié du chemin qu'on devrait faire, on peut la faire sans déséquilibrer nos économies. On peut la faire, et c'est moi qui vous le dis, faites bien attention, on peut la faire sans réduire la croissance, au contraire. En poursuivant la croissance. Mais ça n'ira pas jusqu'au bout. Mais au moins qu'on fasse cette partie du chemin. Et c'est là où on peut la faire. Donc vous nous dites, vous, qui êtes catalogué comme un décroissant absolu, vous dites on a quand même encore besoin d'un peu de croissance pour faire le boulot au début, c'est-à-dire pour financer la transition. C'est pas besoin, si vous voulez. C'est-à-dire que le problème, c'est pas une religion de la croissance ou de la décroissance. La croissance, aujourd'hui, elle se traduit en augmentation des flux de matière. Rapport de l'ONU, paru en juillet 2016. Depuis le début des années 2000, la croissance des flux de matière au monde, écoutez-moi bien, croît plus vite que le PIB mondial. Donc on ne découple pas, on surcouple. Et en ce qui concerne l'énergie, alors que là, normalement, on devrait commencer à avoir un petit découplage, eh bien, je vous rappelle que l'an dernier, à l'échelle mondiale, les émissions ont cru de 2%. Donc on est toujours sur ce train-là. Donc le problème, c'est pas encore une fois de prendre la croissance ou la décroissance comme une fin en soi. Il faut simplement voir les conséquences, puisque ce qu'apporte la croissance. Mais en attendant, on a des investissements énormes à faire, on a des infrastructures à changer, et ça, effectivement, dans un premier temps, c'est la croissance. Alors je vous pose la question, et je la pose aux téléspectateurs et aux quelques politiques qui nous regardent, j'espère qu'il y en a. Il y en a. Eh bien, pourquoi ne le fait-on pas ? Ben voilà une excellente question. On est peut-être un peu là pour y répondre. Géraldine Fliger, je vous pose la même question. Il y a quelque part des choses qui sont de nature à nourrir notre optimisme. On entend beaucoup de choses. On entend qu'il faut libérer l'investissement vert. On entend qu'il faut créer un fonds international indépendant de l'aide au développement pour les puiser pour la transition. On entend beaucoup de choses. Est-ce que ces choses-là, elles ont un sens ou est-ce qu'on mouline ? Disons que vous avez cité l'exemple de la Californie, c'est un très bon exemple. Mais si on regarde et si on additionne toutes les innovations qui sont à disposition, tout l'éventail, la boîte à outils à disposition, on sait aujourd'hui mettre des standards sur les véhicules automobiles. On ne le fait pas. On saurait relancer activement la recherche pour avoir peut-être une mobilité électrique propre. On ne le fait pas. On pourrait, avec de lourds investissements, donner une réelle impulsion au transport collectif. On ne le fait pas complètement, on le fait beaucoup en Suisse, mais à l'échelle du continent européen, on ne le fait pas. On pourrait faire beaucoup plus de pistes cyclables et d'autoroutes à vélo et autres pour infléchir les comportements de mobilité. On va, voilà, j'ai bien compris qu'on ne devait pas parler. Pardon, le 23 septembre prochain. Je retire ce que j'ai dit. Et non, voilà, quand même le droit on a de le dire. voté sur la stratégie énergétique 2050. On pourrait très bien aller encore plus loin. La recherche excellente menée dans nos universités et hautes écoles permettrait de le faire. Mais vous comprenez la dimension, pardon, tout est là, le portefeuille est là. Vous comprenez à quel point ça peut être décourageant pour les gens qui nous regardent. C'est-à-dire qu'on nous a parlé de la stratégie énergétique 2050. Et là, vous êtes en train de nous dire, oui, bon, bah, finalement, ça n'est pas grand-chose. Non, il ne faut pas être découragé. Il ne faut pas être découragé. Il faut juste qu'on ait tous conscience autour de cette table que maintenant, nous, citoyens, on est tous angoissés quand on vient de passer l'été qu'on vient de passer, qu'effectivement, on vient de voir que la volonté politique, elle n'est pas là, mais qu'on sache tous que les politiques, ils ont à disposition un portefeuille d'action que, pour l'instant, ils n'utilisent pas pour lutter contre le changement climatique. Alors maintenant, il faut leur dire qu'il faut s'activer sérieusement, que tout est là, prêt,
à l'emploi et qu'il s'agit de se réveiller. C'est le sens de votre message, Océane, derrière, je voulais réagir. Oui, mais je pense que c'est là où... Alors, je rejoins tout à fait Dominique Bourg dans le fait qu'il faut cette croissance économique au début pour les investissements, mais c'est là aussi où la croissance joue des fois un jeu un peu difficile parce qu'on se concentre tellement dessus, d'un point de vue politique et de nos politiques économiques, qu'on n'arrive pas à prendre ces décisions qu'il faudrait prendre, que vous venez de nommer, Géraldine, parce que justement, on a cette espèce de curseur complètement cette concentré. fameuse foi quasiment, enfin cette religion de la croissance. Cette religion de la croissance, alors que finalement, on pourrait l'exploiter pour faire tous les investissements dont on vient de parler. Et c'est là où je vois une difficulté. Raphaël Donjean, on l'a dit, hein, Solar Stratos, Planète Solar, votre horizon, c'est forcément de faire évoluer ces technologies-là. Donc vous pensez vraiment, vous croyez vraiment en une transition écologique qui peut être une transition technologique, et vous dites même que les choses ont bougé déjà. Nous, on essaie de démontrer le potentiel de ces énergies. En 10 ans, les choses ont énormément évolué. Notre travail est différent. Mais moi, je dirais qu'il y a une chose je parle un petit peu à un point de vue différent avec la partie adverse, je dirais, de cette table, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'il faut justement utiliser la croissance. Donc, si on parle comme on le fait maintenant, on va faire peur à tout le monde. Vous êtes d'accord au moins à horizon très court terme sur le fait qu'il faut utiliser la croissance. Les gens qui écrivent des messages, ils ont peur, ils vont éteindre la télévision et ils vont se dire que de toute façon, c'est trop tard et on va arrêter. Il faut utiliser la croissance pour justement amener un nouveau monde, une nouvelle forme d'écologie qui est basée sur la croissance et l'égoïsme peut-être même, où c'est que grâce à cette croissance, on va faire une transition dans un premier temps technique pour arrêter d'émettre les gaz à effet de serre. Yann Arthus-Bertrand, utiliser la croissance même à très long terme, juste pour l'impulsion, pour Parce que j'ai dit à très long terme. Non, même à très court terme, pour donner l'impulsion. Mais vous, en Suisse, vous êtes un pays riche. Vous pouvez vous permettre des choses que nous, en France, on a du mal à faire. On aurait dû les faire il y a une vingtaine d'années. Je pense que la croissance, d'abord, on vit beaucoup mieux aujourd'hui. Hein, la mortalité, on a gagné 20 ans, 40 ans. Il y a beaucoup moins de gens qui ont faim. Avant, c'est une personne sur 3. Maintenant, c'est une personne sur 9. Il y a beaucoup moins de mortalité. Quand je suis né, imaginez, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 500 millions. Alors la croissance, ça a du bon, parce que c'est ce qui paye les routes, c'est ce qui paye l'éducation, c'est ce qui paye tout ce confort incroyable qu'on a dans ces pays riches. Mais bien sûr, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais je suis content d'être venu ce soir, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont courageux autour de cette table et qui ont le courage de la vérité. Et ça, c'est une chose que vraiment il faut que les politiques apprennent aujourd'hui, c'est de dire ce qui est en train de se passer véritablement. Et c'est pas parce que le monde va mal qu'on doit être déprimé. Il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Aujourd'hui, ce qu'on va, c'est de l'action. Et on ne changera pas le monde si on ne change pas l'homme par l'intérieur. Et il faut remettre en avant les qualités essentielles qu'on a quand on est, c'est-à-dire l'empathie, la compassion, vous voyez, la compassion pour la vie autour de nous, l'honnêteté, l'éthique, la morale. Et je pense que c'est comme ça qu'on ira beaucoup plus loin. C'est pas avec des COP21, avec des... Voilà, on ne remplacera pas les 94 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des panneaux solaires ou des éoliennes. Bien sûr qu'il faut les utiliser, bien sûr qu'il faut s'en servir, mais il nous faut une révolution elle sera pas politique, elle sera pas scientifique, elle sera spirituelle. Alors, et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je m'intéresse à l'écologie depuis que j'ai 20 ans, vous en avez 72, et je suis persuadé qu'on doit changer tous par l'intérieur. Et ça nous fera du bien à tous. Voilà. Alors, on peut être heureux avec beaucoup moins, vivre mieux avec beaucoup moins. Et c'est pas facile parce qu'on est dans ce monde incroyable où tous les jours on nous demande d'acheter. Le bonheur, c'est d'avoir plus, de consommer plus. On va consacrer bien évidemment. Et ça, cette croissance, elle existe depuis le début, depuis qu'on était dans les cavernes, on voulait avoir à manger, empiler. Voilà. Aujourd'hui, il faut changer de système, changer de civilisation. Ça va être compliqué. Mais on vous a compris. C'est là qu'on a tous envie de le faire, ça marchera. On vous a compris, Yann Arthus-Bertrand. Je crois que vous m'entendez plus, mais moi je vous entends. Peut-être alors Dominique Bourg, mais j'avais entendu quelqu'un qui disait, j'espère que Dominique va me le dire, si on arrêtait d'émettre complètement le CO2 aujourd'hui, la Terre continuerait à se réchauffer pendant encore au moins 40 ans. Merci Yann Arthus-Bertrand. Ça fait peur. Patrick Delarive, s'il y en a un qui ne doit pas être complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, en attendant, on va remettre son oreillette dans l'oreille à Paris de Yann Arthus-Bertrand, comme ça, il nous entendra.
Vous êtes un entrepreneur, on l'a dit, vous avez le regard, vous êtes optimiste, le pessimisme, c'est vraiment pas votre truc. Vous avez le regard dirigé vers l'Ouest, beaucoup, vers la Silicon Valley en particulier. Vous êtes un fervent adepte de la théorie de la singularité. Alors, on ne va pas ouvrir un immense chapitre sur la théorie de la singularité, mais l'idée en très très gros, c'est que l'intelligence artificielle est tellement intelligente qu'à partir d'un certain point, peut-être dans 10, 15, 20 ans, elle va devenir exponentiellement intelligente, et puis par devenant exponentiellement intelligente, elle va nous dépasser, nous, humains. Donc, elle est susceptible de nous sauver. Voilà, à peu près, comme je résume les choses à la hache, je suis désolé de vous faire insulte. Pour l'instant, cette intelligence artificielle, ce monde de demain, cette nouvelle technologie, ce big data, Patrick Delarive, c'est du CO2 en plus, à ce stade. Oui. Vous avez parlé de la singularité, vous avez parlé de l'exponentialité. C'est vrai que certaines théories affirment qu'on est on est au début d'une phase de croissance exponentielle. Pour vous donner une idée, la croissance exponentielle, c'est par rapport à la croissance linéaire, c'est Siri. Siri, aujourd'hui, a 7 ans d'âge. Dans 7 ans, Siri, de manière linéaire, aura 7 ans d'expérience de plus. S'il y a une croissance exponentielle, dans 7 ans, Siri aura 150 ans d'expérience. Donc Siri, c'est notre assistant sur l'iPhone. C'est celui-là, il se comporte comme un gamin de 7 ans. Du reste, il nous énerve, il nous fait rire, il nous surprend parfois. Certains prédisent que cette évolution exponentielle est une phase de transition par laquelle on va passer, qui va amener des changements majeurs dans tous les pans de notre société. Et effectivement, il y a certains composants de cette technologie qui sont des forts consommateurs d'électricité. Mais vous dites finalement c'est qu'une étape, c'est un moment difficile à passer parce que cette technologie qui pour l'instant émet du CO2, demain potentiellement est plutôt la solution que le problème. Je pense de manière générale. Et on peut peut-être l'appliquer à ce qu'on est en train de vivre, c'est que pour amener un changement radical, on doit passer par une zone d'inconfort. Alors la zone d'inconfort, ça peut être le climat qu'on a aujourd'hui, ça peut être l'environnement dans lequel on vit, mais tout changement important dans une vie, que ce soit la fin d'une histoire d'amour, que ce soit la fin d'un job, que ce soit une maladie, que ce soit la fin de vie possiblement, eh bien on passe par un bouleversement, on passe dans une machine à laver. Et il y a des moments plus désagréables que d'autres. Avec tous les excès pour retrouver quelque chose de positif. Est-ce qu'il n'a peut-être pas raison finalement? Pardon, je vous donne la parole, Dominique Figuer, mais Dominique... Moi, je vais poser une question. On ne sait pas. Je vais lui demander franchement s'il veut m'inviter à Noël. Parce que vu le credo que vous avez pour le Père Noël, je pense que votre sapin, le 25, doit être extrêmement garni. Pour moi, c'est un discours qui ne tient pas. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même extrêmement grave. Et effectivement, on a très peu de choses. Le problème, si on parle des 2 degrés, il y a beaucoup de raisons. Mais une des raisons pour les fameux 2 degrés, et je vous rappelle qu'on en est très proche, on est à 1,3 degré, eh bien, c'est qu'on a peur qu'une fois qu'on atteint une température de 2 degrés, le système s'emballe. Et vous allez comprendre très facilement pourquoi. Mais attendez, juste là-dessus. Revenez à ce qu'il dit, parce qu'il nous dit peut-être que... Je vais vite revenir derrière, tout de suite derrière. Mais c'est très simple à comprendre. Le premier des gaz à effet de serre, c'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. Donc, quand il fait plus chaud, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus de vapeur d'eau. Quand vous avez plus de vapeur d'eau, il fait plus chaud. Et quand il fait plus chaud, vous avez plus de vapeur d'eau. En spirale. C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Et ça pourrait très bien nous amener à un scénario de planète chaude, c'est-à-dire avec une moyenne de température qui se situerait à peu près au minimum à plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On est assez proche de ce risque-là. Moi, je n'ai pas envie de croire à des fariboles. En plus, ce discours-là est purement techno. Attendez, il n'est pas scientifique pour un sou. Géraldine Figuer, on fera répondre Patrick Delarive quand même, des fariboles, le mot est dur. Je trouve aussi que la foi dans le seul capitalisme pour venir, ou la technologie pour venir résoudre nos problèmes environnementaux, elle amène forcément à ce qu'on est en train potentiellement d'observer. C'est des inégalités qui vont se creuser. Il faut qu'on parle quand même aussi d'une catégorie de population en Suisse et à l'échelle planétaire qui est complètement à la marge des politiques environnementales, qui se retrouvent les premières impactées à la fois des impacts du changement climatique, des politiques environnementales parfois elles-mêmes, et quelque part, avoir un capitalisme vert qui est prospère, qui croît. Moi, je pense qu'on est déjà en train de l'observer. C'est un générateur de croissance, on le sait bien. Mais tous les enjeux de redistribution, il va y avoir des perdants et des gagnants.
Et aujourd'hui, c'est tout à fait visible. Et là, encore une fois, seul le politique peut mettre de l'ordre dans tout cela. Et le capitalisme égoïste qui produit de la qualité environnementale me semble être aussi dangereux pour notre communauté. Mais le capitalisme est un fait. Vous répondrez un collègue qui est un peu le frère ennemi de Dominique Bourg, Søren Erkman, chargé du groupe écologie industrielle à l'Université de Lausanne, qui n'a pas pu être avec nous, qui est en Chine et qui le regrette. Mais lui, vous dirait, mais oui, mais peut-être vous avez raison, Géraldine Pliguière, mais le problème, c'est que les pays veulent se développer. Et puis, on a des pays émergents qui ont envie de se développer. Et puis, peut-être qu'il y a des solutions. On n'a pas d'autre modèle. Et peut-être qu'il y a des solutions qui existent. Il vous dirait même que les 900 milliards ou 1000 milliards de tonnes de CO2 qui sont stockées dans l'atmosphère, on pourrait s'en servir pour fabriquer de la matière, on pourrait être inventif. Donc, il n'y a pas que Patrick Delarive à croire en la technologie. Non, mais il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que sur le constat de Dominique Bourg et sur leur constat, que le système basé sur la croissance et le capitalisme ne fonctionnerait pas à long terme, ce qui est juste, mais on n'a pas d'autre modèle. On n'a que des gens qui nous disent qu'on peut faire différemment, il faut arrêter, mais on n'a pas de solution. Il n'y a personne qui est venu avec un nouveau modèle qui serait plus efficace et qui permettrait de résoudre les problèmes qu'on a environnementaux, qui sont maintenant, je crois qu'on n'a pas besoin d'insister là-dessus, on le sait, mais il faut trouver des solutions. Et il n'y a pas d'autre modèle. Donc faire des théories qu'il faut arrêter le capitalisme et la croissance, c'est bien, mais venons alors avec un autre modèle, mais ça va être compliqué de le mettre en place et de le faire adhérer par 8 milliards de personnes. Hein. Je ne résiste pas à vous donner le message d'Hugo Clémence qui nous dit « J'ai demandé à Siri comment changer le monde et il m'a répondu « Je suis désolé, no comment ». Siri ne sait pas. Océane Dayer. Je veux dire quand même, il y a beaucoup de recherches sur des systèmes économiques et des modèles économiques alternatifs. Il y en a beaucoup. Et simplement, ils ne sont pas très audibles, on n'en parle pas beaucoup. Et moi, je suis très fière, aujourd'hui, il y a des étudiants de l'Université de Zurich qui ont réussi à obtenir qu'ils aient un cours sur un semestre sur les modèles économiques alternatifs au modèle néoclassique. Et ça, c'est quand même fou de se dire que c'est une victoire dans nos universités et que c'est seulement à l'Université de Zurich. Donc je pense quand même de dire que... C'est très bien. Zurich et Lausanne, c'est déjà pas mal. Je voulais dire par là que... Mais est-ce qu'il est obligatoire? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a la donut economics dont on parle, où il y a vraiment les limites de la planète qui comptent. Je suis d'accord. C'est pas mainstream, on n'arrive pas. Mais de dire qu'il n'y a pas d'autres solutions et pas d'autres moyens, c'est faux, je pense. C'est juste, on n'arrive pas à en parler et on n'arrive pas à les mettre en place. On laisse juste répondre Patrick Delarive parce qu'il a pris une volée de bois vert avec sa foi en la technologie. J'ai pas affirmé que l'exponentialité et la singularité qui peut aller avec nous sauvera, mais vous dites que c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que la technologie et peut-être plus que la technologie prise individuellement, mais la convergence des technologies, mouvement dans lequel on se trouve de toute façon, va nous apporter certaines solutions. Prenez l'exemple des panneaux solaires. Les panneaux solaires qui aujourd'hui ont atteint dans ces 30 dernières années un taux de pénétration qui est important. Donc il y a eu une exponentialité du taux de pénétration, du taux d'adoption des panneaux solaires, et simultanément il y a une baisse du coût de ces panneaux solaires. Au début des années 80, un kilowatt coûtait $70 à extraire. Aujourd'hui, on est à moins de 3 cents. Donc oui, c'est pas le Père Noël, ça, Dominique Bourg. C'est réel. Divisé par 200. Il y a des choses dans la haute. Je suis pas 200 fois moins cher. Mais je vais passer Noël dans un écologe. Donc vous êtes invité. Non, mais de façon, si vous voulez, de façon sérieuse et moins polémique. En fait, le différent, il est là. Vous nous dites qu'on ne change pas le système, on garde la même économie et qu'avec les techniques, on va s'en sortir. Moi, non. Alors, dans un premier temps, garder la même économie. Alors, dans un premier temps, j'étais pas contre. Je vois pas. Mais attendez, pas seulement. Je vais vous dire pourquoi. Très rapidement. Très rapidement. Première raison, eh bien, commençons par la question de l'énergie, si vous voulez. Les hommes ne sont pas capables de produire de l'énergie. On est simplement capable de la capter, de la transporter, de la transformer. À chaque fois, ça consomme de l'énergie. Et donc, on a un ratio entre l'énergie qui finit par être disponible et celle qu'on utilise. De manière tendancielle, on voit plutôt les choses. Donc, il n'y a pas de miracle. Attendez, ça, c'est la première chose. Vous n'avez pas de miracle énergétique. Deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Si vous n'avez que des techniques et si vous n'avez que du capitalisme, eh bien, en fait, ce qui se passe, ce que je vous ai dit, c'est la réalité. Pour les flux de matière, vous allez le voir, ça va simplement continuer. Parce que quand vous mettez sur le marché quelque chose qui utilise moins d'énergie et moins de matériaux, vous en vendez plus. Et au bout du compte, vous avez utilisé plus de matériaux, plus d'énergie.
Troisième raison, il faut bien que les gens comprennent. Si vous focalisez sur la question de la croissance, vous allez faire comme le groupe 3 du GIEC dans le rapport 5. C'est-à-dire que vous allez nous dire, OK, pas de problème. Là, vous jonglez avec des concepts comme le rapport 3 du GIEC dans le rapport 5. Peu importe, c'est les économistes qui travaillent pour le GIEC, tout le monde a entendu parler du GIEC. Oui. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont dit lors du précédent rapport? Ils nous ont dit, si on va pouvoir atteindre les 2 degrés, on va passer au-dessus, mais on va produire en masse de l'électricité avec de la biomasse dans la seconde moitié du siècle. On ne sait pas faire, c'est pas sûr qu'on sache. Et puis, si même on savait le faire, on va faire comment? On va déforester, puis on va mettre des arbres, si vous voulez, des forêts en monoculture pour une croissance rapide en carbone, et on va détruire le vivant. N'oubliez jamais que le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales pour l'épanouissement d'un certain type de vie sur Terre. Alors, il y a la technologie, il y a la volonté politique, et puis il y a, j'aimerais quand même, parce qu'on enchaîne et qu'on passe à la dernière partie de cette émission, il y a aussi ce que Yann Arthus Bertrand effleurait tout à l'heure, le changement intérieur. Philippe Roch, ça c'est votre truc, la transition intérieure. Ça c'est une piste intéressante. Expliquez-nous. Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé ce que disait Yann Arthus Bertrand. Et je regrette qu'on l'ait un peu coupé parce qu'il a dit l'essentiel. On l'a pas coupé, on l'a pas coupé. Non, mais il était sur l'essentiel. Alors, tant mieux qu'on y arrive maintenant. Parce qu'on parle beaucoup de croissance et tout ça. Il faudrait peut-être un peu définir ces mots. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils signifient toujours la même chose pour ceux qui se parlent ici. Il faut changer de système. On est aujourd'hui dans une situation qui vient d'être décrite largement parce que, à partir du 16e, 17e siècle, l'humain s'est peu à peu séparé de la nature. On a eu jusque-là 10 000 ans de civilisation ou 50 000 ans de civilisation dans une harmonie entre l'humain et la nature. Et le développement de la technique a apporté du bien-être, mais en même temps, il a traîné avec lui une philosophie, le positivisme, qui est encore au cœur aujourd'hui de notre pensée globale. Auguste Comte, si tu nous regardes. Auguste Comte. Et qu'est-ce que dit le positivisme? L'humain maîtrisera la nature et il domine la nature et il n'y a rien d'autre. Et c'est ça qui nous a séparé de la nature et qui a fait qu'on l'a exploité comme une espèce de marchandise à disposition. Alors Yann Arthus Bertrand a totalement raison et je le remercie beaucoup aussi parce qu'il a commencé sa carrière nous montrant la beauté de la nature. Il faut retrouver cette relation avec une nature magnifique qui nous dépasse d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on appelle aussi relation spirituelle, qui génère des valeurs de respect, de bienveillance, de solidarité, etc. Et c'est en construisant une société là-dessus qu'on va changer. Alors, Raphaël, dont Jean dit c'est pas rapide, mais votre avion solaire non plus, ça ne sera pas rapide. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Mais si on n'a pas cette transformation intérieure, qu'est-ce qu'on va faire? On va admirer l'évolution de la technique et on va oublier les problèmes et on va s'enfoncer dans le mur. Philippe Roch, vous parlez de faire changer les mentalités, ça tombe bien puisque on a voulu savoir où elles en étaient les mentalités. Alors c'est difficile d'aller sonder toutes les âmes, mais en tout cas Christophe Sirois allait poser la question à gauche, à droite, et vous verrez qu'en termes de climat, ça hésite un peu. Première question, quel geste faites-vous en pensant à la planète? Je marche beaucoup, j'utilise le transport public. Certes, parfois j'utilise la voiture. C'est difficile à dire si je pourrais y renoncer complètement, mais oui. C'est au niveau des entreprises que ça se joue et des États. Et là, nous, citoyens, finalement, on est assez impuissants. Je prends le tram, le bus, le maximum possible, et on tâche de ne pas être tout seul en voiture. Donc moi, je me force d'aller, par exemple, avec mon mari au travail. Comme ça, au moins, on est deux au moins dans la voiture. Personnellement, moi, ça ne me concerne pas directement, mais indirectement, oui, on va dire. Voilà, tout simplement. D'accord de sacrifier votre week-end en avion à Barcelone pour un meilleur bilan carbone? Quand j'ai pris l'avion, non, j'ai pas pensé une seule seconde. Non, quand j'étais à Naples aussi, là, ces vacances, là, j'ai pas pensé. Non, j'ai surtout pensé à mon confort, j'avoue. Voilà. Je pense que là où ça peut se jouer, c'est sur les destinations comme Paris, par exemple, où on peut faire le même trajet en train. C'est un petit peu plus long, 3 heures versus 1 heure en avion. Là, il y a un vrai impact et on peut se dire on peut faire un geste. Et souvent, ça coûte un peu moins cher d'ailleurs en train qu'en avion. Après, il y a des destinations pour lesquelles c'est plus compliqué. Aller à Barcelone en train, alors c'est peut-être faisable, mais s'il faut 6 heures pour un week-end, vous n'y allez pas. D'accord enfin pour renoncer à votre smartphone, gros consommateur d'énergie? Je suis prête effectivement à faire un effort. Utiliser moins, plus, ça serait difficile effectivement, mais moins, oui. Oui, voilà. Peut-être s'il y avait quelque chose de plus... une sorte de manifestation du réchauffement climatique plus proche de moi, plus frappant, voilà. Bah, peut-être que ça me ferait changer mes habitudes, mais là tout de suite, ça serait compliqué, je pense.
Yann Arthus Bertrand, c'est assez fort ce que le dernier intervenant vient de dire. Si c'était plus proche de moi, ces changements, peut-être que je changerais, mais là, je ne le remarque pas tellement. Vous parlez avec Philippe Roch de transition intérieure. Alors, vous y croyez et vous la sentez à l'homme, cette transition? Ah oui, mais complètement. Mais il n'y a pas d'autre solution que cette révolution spirituelle. Ça fait des années qu'on nous bassine avec la green technology, avec le green business. Je n'y crois pas du tout. Aujourd'hui, et je vais vous dire une chose, une réponse à tous ces gens qui ont parlé tout à l'heure. Si vous voulez faire quelque chose pour l'écologie, pour l'environnement, pour la planète, ça fait ce qu'on dit, sauver la planète, en tout cas, quelque chose pour vos enfants. Arrêtez de consommer de la viande industrielle. La viande industrielle est en train de détruire la planète. On déforeste chaque année pour faire de l'alimentation animale presque la taille de la Belgique en forêt primaire. C'est fou. Et c'est très curieux quand même dans les COP 21, vous aviez de la viande à manger et on était incapable de savoir d'où elle venait. Il ne faut pas arrêter de manger de la viande. Il y a des paysans qui font très bien leur boulot. Mais les 95% de ce que vous consommez est de la viande industrielle. Et ça, c'est un geste tout simple qu'on peut faire, assez facile à faire, et c'est bon pour la santé. Voilà. Le message est passé. Dominique Bourg a largement épuisé son temps de parole, mais on va quand même lui poser encore une question. Parce que finalement, il y a un peu un côté décroissant là, de ce côté de cette table. Alors, cette absence de croissance ou cet autre modèle, est-ce qu'on peut juste se plonger dedans? À quoi ça ressemble? C'est comment? On vit dans... Décrivez-nous là, le monde dans lequel on vit si on vous écoute. Il ressemble à quoi? On change notre mode de vie, qu'est-ce qui change? Il y a beaucoup de gens... Alors, par exemple, les étudiants qui sont ici, je suis sûr que ceux qui ont plus de 18 ans n'ont pas tous leur permis de conduire. Et il y a beaucoup d'étudiants, enfin les nôtres par exemple, c'est très clair, ils changent leur mode de vie. Alors, je ne vous dis pas qu'ils vont jamais à Barcelone, hein, mais on les surveille, et ils y vont assez rarement. Et ils ont déjà un mode de vie beaucoup plus simple. Ils font très attention à ce qu'ils mangent, effectivement. Comme le dit Yann Arthus, ils vont essayer de pas manger beaucoup moins de viande et de manger une viande de qualité pardon, quand ils la mangent encore. Et en fait, d'une certaine manière, je ne veux pas vous vexer, mais je dirais que la question, elle a presque pas de sens. Alors, vous voulez que je parle d'économie de guerre? Juste un mot. Non, elle a du sens, parce que les gens nous disent qu'il faut changer de modèle. Alors, on dit d'accord, alors changeons de modèle, mais on met quel autre modèle à la place? Alors, évidemment, je vais prendre un mauvais modèle. Je vais prendre ce qui s'est passé avec Roosevelt. Quand les États-Unis quand le Japon les attaque, les États-Unis rentrent en guerre, eh bien, en quelques mois, toute l'industrie de l'époque qui produisait des biens de consommation, ce qui n'était pas le cas en Europe, c'était vraiment les États-Unis à compter les années 1920, s'arrêtent pour rentrer dans une économie de guerre. Compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, il faudrait effectivement, d'où les appels à des investissements massifs, il faudrait effectivement qu'on rentre dans cette dynamique. Mais cette dynamique-là... C'est hyper fort, une économie de guerre. Il nous faut une économie de guerre pour la transition écologique. Mais non, oui, effectivement, il faut des changements massifs. Mais ces changements massifs, on ne les tiendra pas sur la durée s'ils ne s'accompagnent pas effectivement de cette transition intérieure. Et je vous assure que cette transition intérieure, il y a beaucoup d'endroits sur les territoires où elle commence à être sensible. Peut-être moins ici, mais je vous assure que, par exemple, en France, c'est très, très sensible. Et il y a une espèce de sentiment d'empathie avec la nature. Et ce sentiment d'empathie avec la nature, il est connecté aussi avec une avancée des sciences, du côté de la biologie, du côté de l'écologie, etc. Notre image du vivant depuis Darwin s'est immensément transformée. N'oubliez pas que le monde moderne, il n'y a pas de vivant. Il n'y a pas de vivant. Pour la biologie classique, la finalité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vivant. Et on a rénové tout ça. Il y a quelque chose qui pousse et qui nous amène à changer aussi spirituellement. Ça, moi, j'en suis persuadé. Un mot sur l'économie de guerre, Patrick Delarive, c'est intéressant. On se mobilise. Moi, je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'important qui est en train de changer. Si on regarde les générations Y et Z, donc ceux qui ont moins de 25 ans aujourd'hui pour les englober, on voit que cette génération-là, elle est consciente, en fait, qu'elle ne peut plus s'appuyer sur les trois piliers traditionnels sur lesquels notre génération s'est appuyée, à savoir l'employeur, l'État et la famille, pour des questions démographiques et des questions économiques. Il n'y a plus de croissance, donc l'employeur sera obligé de délocaliser ou de robotiser à un moment donné. L'État a de moins en moins d'argent et la famille, nos parents vivant de plus en plus vieux, ils ont besoin de leurs ressources, etc. Donc cette génération-là, elle est plus ou moins consciente de ça. Et ce que je vois, moi, en les côtoyant beaucoup, c'est qu'ils ont cette attitude d'être entrepreneurs d'eux-mêmes. Ils ont décidé de prendre leur destin en main pour ne pas le subir. Pour ne pas subir la vie de leurs parents, ou en tout cas pour certains d'entre eux, qui ont travaillé toute leur vie en attendant le week-end, les vacances et la retraite.
Et cette génération-là, au cœur de leur système, mais même très jeune, à partir de 10-12 ans, mais au cœur de leur système, valeur ajoutée, sens et plaisir. C'est vraiment au cœur de leur mode de fonctionnement. Et avec ces valeurs-là, je pense que ça amène à un mode de fonctionnement qui va être complètement différent que leurs parents, qui ont été élevés par leurs propres parents, après-guerre, dans des phases de croissance très fortes, avec les congés payés, avec la consommation à outrance de loisirs et en général. Et il y a une vraie modification. D'ailleurs, vous êtes la Benjamine de ce plateau, il nous reste moins d'une minute 30. Est-ce qu'il y a quelque chose de générationnel qui est à l'œuvre? Est-ce qu'il y a une niche? Alors, je pense effectivement en partie, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que dans ma génération, en tout cas, il y a aussi beaucoup de juste envie de plaisir et de s'amuser. Et ça, c'est aussi aller pour 24 heures à Barcelone pour 20 €. On en parlait avant. Donc, je pense que c'est un peu à double tranchant. Et il y a des niches, ça bouge. Mais j'ai l'impression que ça se polarise. Ça bouge à certains endroits et pas à d'autres. Et pour finir, surtout, à quel moment est-ce que cette génération va arriver au Parlement? À quel moment est-ce que nous, on sera au Parlement pour faire les changements? Moi, j'ai très peur que ça soit trop tard. Demain, dit Géraldine Fliguer. Et je vous pose la question titre pour conclure cette émission. La planète ou la croissance? Est-ce qu'il faut choisir, Géraldine Fliguer? Ça dépend quelle croissance, évidemment. Si c'est la croissance actuelle, bien sûr qu'il faut choisir et opter pour la planète ou l'humanité qui vit dessus, le vivant qui vit dessus. Mais on peut tout à fait réorienter la croissance. Je crois qu'on en a les outils. Si on veut communier davantage avec la nature, individuellement recréer ce contact. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, de mes étudiants qui me disent « Mais comment on fait maintenant ?» Il faut aussi accompagner toute cette jeunesse, ces générations que vous citez, qui ont maintenant envie de se dire comment on agit, nous. Et là, c'est les enseignants, le monde de l'université, les entreprises, l'État, les collectivités publiques qui doivent aussi donner ces cartes, ce pouvoir d'agir tous ensemble pour la cause environnementale. Alors, plus de croissance, mais une autre forme de croissance est possible. On gardera peut-être ça comme mot de la fin. Ou alors, comme mot de la fin, je vous propose un proverbe amérindien qui nous est offert par William Tièche sur Facebook qui nous dit « Traitez bien la terre, elle ne vous a pas été donnée par vos parents, elle vous a été prêtée par vos enfants. » On va en rester sur cette note philosophique. Merci à tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Yann Arthus Bertrand à Paris d'avoir participé à ce débat. Merci à vous d'avoir été si nombreux à nous suivre sur Facebook et à l'antenne et d'avoir posé des questions et d'être intervenus. 1 heure, c'est bien trop court pour sauver le monde. Alors on revient la semaine prochaine avec Infrarouge et un nouveau débat d'actualité. D'ici là, vous passez une excellente soirée à la bougie par exemple. Bye bye.